Après avoir tracé le chemin de la cohésion à la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus prêt à passer le témoin. Ce sera le premier sujet à débattre sur ce plateau avec Henri Nyambodé qui est déjà sur ce plateau. Bonjour Henri. Bonjour Carole, bonjour à tous les téléspectateurs de EDN TV et les auditeurs de Diaspora FM. Parce que là, il faut le dire, il faut le faire observer. Hein. Ils sont prêts à écouter cette émission chaque matin. C'est déjà une manière de prouver, de dire que ce que vous faites ici est excellent. Et il faut remercier toute l'équipe, tous les membres de la chaîne, de la régie, des hommes de l'ombre et tout le reste, de la direction et toutes les parties qui sont donc qui travaillent pour que cette émission soit enregistrée et soit en direct tous les matins. Et on va remercier également les internautes qui ne cessent de nous suivre également. C'est déjà bien, ça réconforte, ça donne un signal que un travail sérieux se fait ici. Et donc, merci à eux et merci à tous ceux qui nous encouragent, même les vieilles dames, les sages, les notables, les cultivateurs, tout le reste, les autorités qui encouragent les uns les autres. Merci beaucoup à vous. Voilà, il ne manque pas de le faire. Remercier nos auditeurs, nos téléspectateurs et tous ceux qui nous encouragent. Oui, voilà. Ouais. Ils sont nombreux à le faire. Martin de Chacus. Voilà. Un exemple, apparemment. Mais non, c'est trop tôt de le dire, Carole Bitibot, Carole Olaye. C'est Olaye. Oh, c'est Olaye, d'accord. Pas Bitibot sur ce plateau. C'est normal que ça pouvait venir. Allez, c'est trop tôt de le dire. Il faut attendre qu'en 2026, quand la fédération va organiser les élections et qui va passer la main, on pourra le qualifier de l'homme de cohésion, l'homme qui a tracé donc bien évidemment beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de prouesses qu'on peut mettre à l'actif de Mathurin de Chacus quand on se rappelle de ces crises-là qui avaient secoué la Fédération béninoise de football. On se rappelle de cette démission collective des membres de cette fédération, du comité exécutif. On se rappelle bien évidemment de limogeage de tous les joueurs après une saison, après une participation à la CAF. On se rappelle bien évidemment de limogeage des entraîneurs et tout le reste. Eh bien, quand Patrice Talon est venu, et en 2016, je crois, en 2018, il a eu donc le temps d'observer. Ça fait partie des premières réformes que Patrice Talon donc, a insufflé et donc a imposé Mathurin de Chacus donc à tout le comité. Et vous vous rappelez, je ne vous fais pas donc cet affront-là, de vous rappeler cette histoire-là, de l'élection de Porte-Nouveau, où sur 75 délégués, il y a eu pratiquement tout le monde a voté donc, pour Mathurin de Chacus. Et donc, c'était l'homme providentiel qui a été amené donc, à la tête de la Fédération de football. Et c'était dans l'œuvre de Patrice Talon. Et donc, il avait un cahier de charge, il avait un plan à exécuter. Il y avait une feuille de route donc, à exécuter, bien évidemment. Et c'est ça également, la cohésion dont vous parlez. La cohésion, il fallait donc faire réunir toutes les instances. Il fallait, en ce temps, travailler à ce que toutes les voix s'entendent. Il fallait que les intérêts de chacun soient préservés et gardés. Et bien évidemment, il a eu à travailler sur ces points-là, Et donc, son premier mandat a été ce chantier. Donc, il a travaillé sur ce chantier-là lors de son premier mandat. Et bien évidemment, les partis qui étaient en discorde, on voit de l'autre côté, je ne vais pas citer les noms, qui étaient donc en confrontation directe et frontale avec, bien sûr, une autre partie. Et bien évidemment, il a eu à travailler à faire fumer le calme de la paix à toutes les instances et ça a fini par prendre. Et bien évidemment, on a eu cette qualification historique donc de nos écureuils. Mais quand on met à la TIF, quand on va chercher donc à mettre à la TIF les prouesses de Mathurin de Chacus, donc il faut parler donc de cette qualification. Il faut parler également du changement de nom, oui, de notre équipe nationale, de 11 nationale, entre-temps. Écureuil qui est devenu Guépard, parce qu'on a estimé que le nom porte pas chance
à notre 11 national, eh bien, il y a beaucoup de chantiers sur lesquels il n'a pas pu travailler. Mais annoncer qu'il va partir en 2026, on le force à modifier les tests du comité exécutif pour s'éterniser à la tête je dis non. Alors, il n'a pas donc à annoncer son départ. Il doit savoir que quand on finit 2 mandats, et puisque les tests le prévoient, quand on finit 2 mandats, ça fait 8 années pour lui, il doit partir, laisser la place donc à d'autres personnes. Donc c'est pas l'annoncer, c'est pas rassurer, non, pas du tout, mais suivre le test et exécuter donc ce que les lois ont dit. Et pour ça, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers sur lesquels on va revenir tout au long de ce débat-là. Pour l'instant, je pense que il faut attendre qu'il passe le témoin pour dire que c'est l'homme providentiel, c'est l'homme qui a assuré donc la cohésion et tout le reste. Marc Goudiano, bonjour. Marc Goudiano, bonjour, vous l'avez annoncé en le saluant sur ce plateau. Bienvenue. Oui, bonjour Carole, bonjour Henri, merci pour ce développement lié à ce sujet concernant la Fédération béninoise de football avec ce point qui n'était pas à l'ordre du jour de cette séance, de cette assemblée, mais qui est retombé dans une dynamique un peu plus politique que technique. C'est vrai que depuis un bout de temps, ça spéculait un peu sur une demande ou une possibilité de relecture, par exemple, des tests de la fédération pour que Deschacus puisse quand même continuer à rester à la tête de la Fédération béninoise de football. Mais pour moi, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat parce que même quand il y a spéculation, vous savez, les tests ont prévu des dispositions. Et donc, ramener ce débat en Assemblée générale, pour moi, c'est une question pour moi qui fait en réalité beaucoup plus d'amélioration de son propre image, parce que pour montrer que je suis démocrate, je ne veux pas renouveler les thèses pour rester, alors que pour moi, par le passé. Alors que pour moi, oui, on a vu le contraire par le passé, mais depuis un certain temps, le Bénin est dans une autre dynamique. Et lui, même s'il a cette volonté, il ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que déjà, lorsqu'on prend, il est d'abord en symbiose avec le pouvoir central, d'accord? Et donc, du coup, le chef de l'État est dans une dynamique donnée. Et donc, le chef de l'État ne va jamais cautionner qu'un président d'une institution du genre puisse vouloir quand même modifier les tests pour continuer. Et donc, lorsqu'on rentre dans la logique de la gestion du chef de l'État, dans la gestion de la rupture aujourd'hui, c'est un sujet qui ne devrait même pas faire débat selon moi. Parce que ça, on ne lui permettrait même pas de le faire. Une chose est sûre, dès qu'il est revenu à la tête de la fédération, il y a eu beaucoup de changements, surtout au niveau de la stabilité de l'institution. Est-ce qu'il a pu vraiment instaurer cette cohésion? Bon, oui, on peut le dire entre griffes, parce que lorsqu'on parle du football, vous savez, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Et les intérêts se bousculent généralement. Mais lorsqu'on met quelqu'un qui a la carrure, qui a la tête sur les épaules, et donc qui peut faire rarement de contestation au sein de ces grands leaders du football béninois, ce serait quand même un peu osé, courageux de pouvoir quand même défier Mathurin Deschacus de sa position. N'oubliez pas, c'est un opérateur économique également. Et donc, lorsque vous voulez vous mettre en adversité avec quelqu'un, il faut que vous essayiez d'évaluer d'abord qu'est-ce qu'il pèse avant de pouvoir rentrer dans ce jeu. Et donc, pris ainsi, je ne vois pas encore ces quelques acteurs du monde football aujourd'hui, en tant que président de fédération ou peut-être en tant que responsable de club, par exemple, aujourd'hui, et président de club plutôt, et non de fédération, président de club aujourd'hui, qui vont vouloir quand même défier Deschacus, puisqu'il a la confiance du chef de l'État. Et donc, dans ce cas, il a toutes les armes qu'il faut quand même pour pouvoir mieux mener sa mission. Vous avez vu combien de réformes ont été menées dans le domaine du football, par exemple. En parlant de réformes, quels sont les grands accomplissements de l'homme? Non, pour le moment... Sur lesquels on pourra Pour le moment, c'est pourquoi moi je dis que lorsqu'on a fait l'Assemblée générale, par exemple, où ce point n'était pas inscrit à l'ordre du jour et qu'il est revenu sur ce point, moi, je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire. Ce n'est pas forcément nécessaire parce que ce sur quoi on veut l'attendre, surtout, c'est au niveau de son bilan. Au niveau de son bilan. Puisque les tests disent que vous devez faire
Le mandat est parti. Donc, ce n'est pas un débat, au fait. Et même si éventuellement, ce n'est pas un débat, même si éventuellement les gens ont suscité dans les coulisses à ce que vous révisez les thèses pour continuer, ça fait entre ces personnes et vous. Et donc, ça ne devait pas rejaillir lors du débat au niveau de l'Assemblée. Et donc, moi, je vois cela peut-être en une culte de personnalité. Donc, ça ne devait même pas revenir. Parce que ce qui attend beaucoup plus les Béninois, c'est la gestion qu'il a eu à faire pendant tout son mandat. C'est le bilan qu'il a eu à réaliser. Et c'est vrai que on ne peut pas tout peindre en noir, puisque avec lui, Bénin a pu se qualifier en 2019. Et donc, à part ça, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la rénovation des stades, de la construction des stades, même si cela ne dénote pas forcément de la Fédération béninoise de football, mais plutôt du ministère. Mais néanmoins, c'est qu'il y avait quand même une symbiose entre le ministère et la fédération, le gouvernement et la fédération, ce qui fait qu'il avait beaucoup plus de largesse à pouvoir bien exécuter sa mission. Donc, il n'avait pas eu trop de bourreaux d'étranglement, même si aujourd'hui, le seul bémol que l'on trouve au niveau de la gestion de la Fédération béninoise de football, c'est l'organisation de la Ligue, qui a connu vraiment beaucoup de désordre, je pourrais dire. Parce que ce n'est pas jusqu'à aujourd'hui maintenant, c'est seulement pour la saison qui va commencer maintenant qu'on aura véritablement une ligue professionnelle comme le nom l'indique vraiment. Sinon, on a assisté depuis des années à des changements de forme, à des modifications à l'interne, à des stratégies où il fallait quand même faire mieux asseoir des clubs qui n'avaient pas de base financière donnée, alors que pour faire fonctionner un club. Vous avez vu par exemple récemment un joueur qui... je pense que c'est un joueur d'Abomey, Dynamo d'Abomey, ou un joueur qui est décédé parce qu'il était obligé d'aller jouer les mini-championnats qu'on joue pendant les vacances, alors que normalement, si un club aspire ou atteint vraiment le professionnalisme, on ne devait plus assister à cela. On ne devait plus assister à cela parce qu'il se fait que parfois, ils ne sont pas totalement payés comme cela se doit. Et sur toute l'année, c'est qu'ils sont payés juste peut-être quelques mois et les autres mois sont dus alors qu'ils doivent manger. Alors, le football, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources énergétiques également. Donc, il faut manger bien équilibré pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Je vous assure tout. Parce que l'effort physique que les joueurs au niveau professionnel fournissent, ça n'a rien à voir avec ce que l'on fait en amateur. Rien à voir. C'est vraiment, c'est extraordinaire, je vous assure. Il faut vivre pour comprendre. Et donc, cela nécessite des apports énergétiques. Et si les joueurs ne mangent pas assez, ils ne pourront pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous avez vu, la plupart des clubs qui, après les phases éliminatoires, par exemple, pour la session, par exemple, à la Ligue Pro aujourd'hui, par exemple, lorsque vous les voyez, vous voyez que vraiment, ce sont des clubs qui sont à la hauteur et qui ont pu gagner parce qu'ils ont mis les moyens. Et parce que ces moyens ont été mis parce qu'il y avait des sociétés d'État qui portaient ces clubs-là et qui ont mis les moyens nécessaires. Vous prenez l'Autopopo, par exemple, vous prenez Dadje FC, par exemple, qui est sous supervision ou bien sous gestion de la SONEB, par exemple. Et donc, du coup, on a besoin également des clubs comme ça qui puissent avoir, par exemple, la gestion soit commutativement avec une société d'État pour pouvoir leur permettre d'avoir quand même une base financière assez solide pour pouvoir mieux gérer les clubs. Sinon, aujourd'hui, je pense que Deschacus a fait ce qu'il fallait, ce qu'il pouvait faire, ce qui est un peu plus reluisant, même si aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il reste encore beaucoup à faire parce que la plupart des réalisations sur lesquelles il peut se targuer sont les réalisations dont le financement a été possible grâce au ministère, grâce au gouvernement, par exemple. Et donc, ce n'était pas des efforts personnels de la fédération, mais du moment où la fédération était beaucoup plus en harmonie avec le ministère, ça a pu faciliter un peu les choses. Mais vous voyez, par exemple, au niveau de nos stades, malgré tout ce qui a été fait pendant tout son mandat, vous voyez le stade Général Mathieu Kérékou, par exemple, qui ne répond pas jusqu'à maintenant aux normes de la FIFA. Il y a une dernière information. Oui, c'est désormais reconnu. C'est vrai qu'il y a encore quelques travaux à faire pour se conformer. Donc, du coup, ça a été encore retiré de la liste. Ouais. Oui, ça a été encore retiré de la liste parce qu'il restait encore des choses à encore corriger. Maintenant, lorsque vous prenez le Bénin, par exemple, combien de stades homologués on a? C'est le seul. C'est le seul.
Aujourd'hui, maintenant, on est dans une dynamique, par exemple, de rénover le stade René Pleven d'Akpakpa. C'est bien, pour qu'au moins ça puisse répondre à un certain norme à l'international. Mais il faut penser, pendant tout ce temps, par exemple, on n'a pas pu construire un stade digne du nom. Les stades qu'on a, ce n'est pas des stades qui peuvent accueillir des matchs internationaux, non. Donc ce ne sont pas des stades qui répondent aux normes, en tout cas internationaux, donc aux normes internationales. Donc ce n'est pas ce type de stade on a besoin. C'est vrai que ces stades, on en a besoin pour que les clubs qui sont aujourd'hui dans le championnat puissent avoir l'infrastructure nécessaire, l'infrastructure disponible pour pouvoir mieux jouer. Mais ce qu'il reste encore à faire. Vous allez ailleurs, par exemple, c'est qu'on a besoin de stades, honnêtement. De stades qui répondent réellement aux normes internationales. On en a besoin. Parce que le stade général Mathieu Kérékou seul ne pourra pas faire l'affaire. Il faut aller construire d'autres stades, même si c'est vers le nord, n'importe où. Là où on peut avoir assez d'espace pour le faire, même si c'est à coût de milliards. Puisque les milliards qu'on a mis pour pouvoir réfectionner, rénover le stade général Mathieu Kérékou, plusieurs fois par exemple, on aurait pu construire d'autres stades avec. Donc c'était du gâchis. C'est vrai que ça ne relève pas forcément de la gestion de la fédération, mais plutôt de la gestion du ministère, quand Romenki était là. Et donc, il relève quand même que ce débat lié à la continuité ne devait pas faire objet de débat, selon moi. Ça n'a pas d'intérêt, en quelque sorte. Ça n'a pas d'intérêt. Et donc, je pense que ce sur quoi on attend beaucoup plus Mathurin Deschacus, c'est sur son bilan. Et c'est sur son bilan qu'on va mieux juger s'il a eu à bien faire ou s'il a eu à mal faire. Une chose est sûre, il a fait ce qu'il pouvait. Moi, je le voyais beaucoup plus en tant que président de la fédération, beaucoup plus observateur que comme de terrain. Et donc, aujourd'hui, il est en train de finir son mandat. On espère qu'on aura encore quelqu'un de mieux. Parce que lorsque vous ne changez pas, lorsque vous ne suivez pas le modèle démocratique au niveau de l'alternance... Quel avenir pour toutes ces équipes nationales après le départ de Chacus? Non, l'alternance, c'est le seul intelligent du Bénin. Henri voudrait même mieux répondre à la question. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas se targuer du fait qu'il n'y a plus personne pour mieux diriger la Fédération béninoise de football. La seule chose sur laquelle il faut essayer de mettre beaucoup plus l'accent, c'est sur, au niveau de l'institution, une stabilité institutionnelle. Une stabilité institutionnelle revient à ce que l'on puisse respecter les tests, mettre les dispositions légales qu'il faut, permettre également à ce que l'État puisse avoir également un mot à dire pour pouvoir mieux ordonner les choses, et avoir quelqu'un qui est la carrure de Mathurin Deschacus pour pouvoir mieux tenir. Oui, qui est cette carrure-là pour pouvoir mieux tenir et qui soit également en parfaite cohésion avec le pouvoir en place. Parce que c'est ça aussi. Si vos orientations, vos objectifs ne sont pas en adéquation avec la vision du ministère, la vision du pouvoir en place, il y aura problème. Vous aurez mieux demandé qu'on vous aide, qu'on vous accompagne à un certain nombre de réformes, mais vous allez constater qu'il y aura des bourreaux d'étranglement sur le chemin. Et donc, on va lui souhaiter bon départ à lui, puisqu'il est opérateur économique. Donc, moi, je le vois beaucoup plus en tant qu'opérateur économique qu'en tant que président de fédération. Pour finir sur le sujet. Donc, je réponds à votre question. Je reprends à cette question. Écoutez, vous savez, toutes mes excuses, hein, vous voulez l'amener à avoir toutes mes excuses, en griffe, avoir la grosse tête pour dire que sans moi, les équipes n'auront plus d'avenir. Sans moi, la stabilité pour laquelle on a travaillé, la symbiose pour laquelle on a travaillé, ça va avoir un coût. Porter sens. D'accord. Sans moi, eh bien, le championnat ne va plus continuer. Sans moi, il n'y aura plus on n'a de jamais départ. dit ça sur ce plateau. Attendez, vous avez dit quel est l'avenir donc qui sera réservé donc après. Non, il n'est pas le seul intelligent. Il faut, quand vous êtes à un niveau donné, quand vous avez travaillé pour avoir une certaine visibilité comme il a fait, quand vous avez travaillé pour donner une crédibilité à la Fédération du Bénin de football, quand vous avez fini de travailler pour que le Bénin soit reconnu sur le plan international, dans certaines
instants de décision, mais il fallait déjà commencer par travailler avec quelqu'un ou bien évidemment, travailler à monter également certaines générations qui puissent faire le travail avec vous. C'est vrai que dans ce qu'il a dit là, il a dit, je n'ai pas de candidat, mais il doit forcément travailler, il devrait déjà commencer déjà travailler avec quelqu'un, puisqu'il sait qu'après 2 mandats, je dois rendre le tablier et laisser les autres continuer. C'est pourquoi il disait qu'il n'est pas le seul intelligent. Il y a peut-être des gens qui sont dynamiques. Et quand il y a une dynamique qui est en cours, et quand vous Carole, quand vous déposez tout de suite là, à la tête de la Fédération béninoise de football, vous allez faire. Parce qu'il y a une dynamique qui est en cours. Et vous n'allez pas jamais changer la dynamique qui est en cours. Vous allez peut-être chercher à faire évoluer cette dynamique-là, améliorer et faire continuer cette dynamique-là. Donc c'est pour ça que je disais qu'il n'est pas le seul intelligent. Et bien évidemment, Marc dit il faut donc avoir carré de Mathurin Jacques, mais il y a des gens qui puissent faire le travail également. Et pour moi, après Jacques, Kepa va continuer, les équipes vont toujours continuer, mais il y a un aspect sur lequel Marc a appuyé qui est important pour moi. Oui, il faut être bien évidemment pas en discorde avec le pouvoir en place, même si talent pas, le pouvoir va rester. C'est une continuité et bien sûr, il faut donc être dans les instances de décision, il faut être en de bons termes avec le gouvernement en place parce que même si vous avez des réformes à apporter, il faut quand même que le gouvernement vous accompagne, même si le gouvernement n'a rien à dire dans votre gestion, que le gouvernement vous accompagne. Et sur ça, je suis d'accord que la personne doit être quelqu'un qui doit être en odeur de sainteté avec, bien sûr, le gouvernement en place. Mais il y a des gens qui peuvent faire le travail mieux que Mathurin de Jacques. Ouais, voilà. Nous allons poursuivre un autre sujet à aborder sur ce plateau. État civil au Bénin, la déclaration de naissance désormais possible à la maternité. Une décision salutaire ou pas de l'ANIP? Mais écoutez, Carole Olaye, quand vous savez la place qu'occupe l'adolescence dans votre vie, quand vous savez la place qu'occupe l'adolescence, il est en tant que citoyen, en tant que père de famille, en tant que observateur, cette initiative est à saluer. Je pense que l'ANIP est en train de se rapprocher plus maintenant de la population béninoise. Et moi, je souhaiterais, déjà, ma première demande serait que ce ne sera pas seulement, oui, on est en phase pilote d'abord, mais qu'on pense déjà à comment faire pour généraliser cette initiative-là dans toutes les maternités pour que les enfants du Bénin aient ce papier-là qui est très important. Quand vous voulez faire une pièce, la première chose à vous demander, c'est l'adolescence. Vous vous rappelez qu'il y a eu dans ce pays, des gens ont été confrontés à des difficultés parce qu'ils n'ont pas eu donc, ce papier-là. Parce que, par exemple, le papa, à leur naissance, n'a pas pu, bien évidemment, faire les diligences pour qu'ils aient ce papier-là. Mais aujourd'hui, il y a l'adolescence sécurisée avec l'ANIP. Et donc, c'est à mettre également à l'actif du gouvernement en place, le président Patrice Talon qui a vu juste donc qu'il fallait mettre en place l'ANIP pour que l'état civil soit modernisé. Et aujourd'hui, chercher, décider de faire rapprocher même la déclaration civile, la déclaration donc, de naissance des populations. Et l'enfant quitte la maternité avec en même temps son numéro personnel d'identification, également son adolescence. Je pense que c'est une très belle chose, c'est une très belle initiative à saluer, à mettre à l'actif du gouvernement et de la LIP. Voilà, Marc Goudjanou, quel est l'intérêt de cette décision pour la population? Non, vous savez déjà le mécanisme mis en place avant cette réforme. C'est que lorsque vous mettez votre femme à couche, c'est que vous prenez la fiche de naissance et de là vous allez au niveau de l'arrondissement d'abord. De la mairie, oui. Oui, et après l'arrondissement, c'est qu'il y a l'ANIP, d'accord, qui doit achever le reste des formalités. Aujourd'hui, avec cette proximité, ça limite le déplacement d'abord des parents
toute cette tracasserie, alors que peut-être que vous savez que certains parents, d'abord, même après l'accouchement, sont confrontés aux dépenses liées à l'accouchement. Et donc, ça fait en sorte que ils n'ont plus la tête à pouvoir faire toute cette tracasserie, de telle sorte que l'enfant n'a pas aussitôt son acte de naissance. Voilà. Et d'autres n'en ont même pas du tout. Même pas du tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que l'ANIP est en train de toujours innover, hein, parce que lorsque vous prenez l'OMEL, par exemple, vous savez combien d'enfants naissent dans cet hôpital-là par jour. Et donc, il faut remarquer que c'est très important pour les citoyens, parce que ça va permettre de pouvoir vite, dans un délai court, de pouvoir vite s'enregistrer au niveau de l'état civil via les services de l'ANIP qui sont un peu plus proches encore des citoyens. Cela est louable. Cela montre également combien de fois les responsables techniques à divers niveaux réfléchissent à pouvoir mieux améliorer quand même la vie des populations et surtout des mères, par exemple, qui finissent par accoucher, parfois dans la douleur, parfois avec des dépenses exorbitantes, lorsqu'il s'agit peut-être, par exemple, de césariennes et d'autres complications, par exemple. Ils n'ont plus la tête à vouloir aller déclarer les enfants, à pouvoir faire toute cette tracasserie. Parfois, ils ne sont même pas informés, ce qui fait que cette réforme doit également faire objet de sensibilisation et de vulgarisation pour pouvoir permettre à tous les, en tout cas les usagers de cet hôpital-là et également des autres hôpitaux qui seront pris en compte par cette réforme, de pouvoir être mieux informés, de pouvoir suivre de façon très pointue l'évolution de cette réforme-là pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir en bénéficier. Parce que avoir son acte de naissance est très important. Se faire enrôler au niveau de l'ANIP est très important pour un citoyen. Nous sommes dans la modernité, dans la digitalisation, et il faudrait que chaque citoyen commence à s'habituer, même pour... C'est vrai qu'on a une population qui est majoritairement analphabète, mais c'est à nous également, parents, qui avons l'information, de pouvoir porter ces informations auprès de ses parents, parce que forcément, certains d'entre eux ne suivent pas la télé ni la radio. Et donc, il faut également une communication de proximité à travers, lorsque la réforme va évoluer et va connaître son plein essor, qu'on intègre également cette sensibilisation avec les chefs de village, les chefs d'arrondissement, qui puissent quand même, lorsqu'ils sont dans cette région, dans cette zone donnée, qu'ils puissent quand même porter l'information à travers ce qu'on faisait avant. Comment on appelle ça? Henri doit mieux maîtriser, où les crieurs publics passaient dans les quartiers pour pouvoir informer, annoncer. Donc, si on peut le faire également, ça va permettre aux uns et aux autres de pouvoir détenir ce papier-là qui est indispensable à la vie de tout citoyen. Surtout lorsque vous devez inscrire vos enfants à l'école, ce n'est pas en ce moment que vous allez commencer par courir pour chercher l'enrôlement, faire l'enrôlement de l'enfant, alors que vous aurez pu le faire le plus tôt possible aujourd'hui lorsque vous avez les bonnes informations. Alors, Henri, quels pourraient être les défis liés à cette réforme? Non, le premier défi, c'est de faire en sorte que les parents soient sensibilisés d'abord, parce que vous savez que pour la déclaration de naissance, la loi fixe donc un délai de 10 jours à 30 jours. Le papa qui peut-être donc n'a pas le temps, ou bien s'occupe de son champ, ou bien s'occupe donc va à la télé, il n'a pas, se lève à 6 h du matin et tout le reste, donc ça reste seulement à la femme, mais qui n'a pas aussi peut-être le temps d'aller déclarer la naissance de l'enfant. Donc le délai passe, et bien ça se complique pour les parents donc d'avoir ce papier-là. Et bien le défi, c'est déjà de faire en sorte que les parents, avant donc, dès que l'enfant retrouve la vie, c'est de faire en sorte que les parents apportent les informations les plus nécessaires, essentielles pour déclarer l'enfant. Parce que vous savez que nous sommes en Afrique, et quand la femme accouche,
il faut donc attendre quelques jours et on va voir donc tel parent d'abord avant donc de chercher à avoir le nom de l'enfant. Si vous avez des papas, vous avez votre papa qui a envie, donc il faut aller voir papa pour prendre le nom de femme, le nom qui est indiqué, parce que vous savez que même étant homme, quand votre papa est vivant, c'est votre papa qui donne, c'est un homme qui donne les prénoms. Parce qu'il y a des prénoms qu'on ne donne pas à bout de champ. Donc, il faut aller voir papa. Donc, il faut déjà, à ce niveau-là, que les informations nécessaires soient apportées pour qu'on établisse donc cette pièce-là, pour que l'enfant, avant de sortir donc, de la maternité, que l'enfant ait sa pièce et puis son numéro. L'autre chose également, c'est que qu'il ne faut pas trop donner donc, le délai à la phase pilote. Il faut peut-être faire vite pour que les autres zones aussi soient plus prise en compte. Et vous savez que les zones rurales, Marc parlait donc des zones rurales, oui, là-bas, à Divers, c'est bon, on ne se souvient plus de rien. C'est quand l'enfant a peut-être commencé le CI, se retrouve au CM2 pour aller à l'examen, qu'on dit, va chercher l'adolescence, eh bien, on ne trouve pas, on commence pas à courir, et là, mais aujourd'hui, avec ça, je pense qu'avec ça, il n'y a que l'enfant pourra déjà avoir son adolescence, mais il y a la conservation également. Mais puisque l'enfant aura un numéro d'identification personnelle, on peut retracer donc la pièce en son temps pour lui rétablir donc son adolescence sécurisée. Et pour moi, c'est le défi, c'est d'abord au niveau de l'ANIP qui doit travailler à ce que le flux sera fort. Quand on prend les grosses maternités dans lesquelles on enregistre 200 enfants par jour, il faut déjà que, au niveau de la disposition technique, que l'agent ANIP qui a été déployé accueille bien les parents, accueille bien les femmes, les infirmières ou bien les médecins, d'accord, et qu'il soit à même, bien évidemment, de vite faire enregistrer les choses. Et également, est-ce qu'il y a le matériel adéquat là également, à disposition. À disposition. C'est là le gros défi donc, que l'ANIP doit relever. Parce qu'il faut mettre, c'est vrai, la réforme est là, l'initiative est à saluer, mais il faut le matériel technique, pour que cette dynamique-là puisse prendre. Voilà. Oui, il faut rappeler qu'il y a également quelques détails qu'il faut rappeler. C'est vrai que la phase pilote s'étend sur 6 mois. Et donc, ne me substituant pas en communicateur de l'ANIP. Et puis, dit que la phase pilote est de 6 mois. Et l'autre chose, c'est que les agents de l'ANIP sont mis à disposition, par exemple, de ces hôpitaux qui vont servir de phase pilote. Et l'autre nouveauté que j'ai beaucoup aimé dans la réforme, c'est que déjà, on essaie de voir si les parents ont déjà leur CIP. Et donc, ça part déjà de là. Et si les parents n'ont pas leur CIP, les sages-femmes qui sont habilitées, par exemple, à prendre les femmes en consultation, lorsqu'ils demandent et qu'ils constatent que la femme, en réalité, n'a pas son CIP, on l'oriente déjà vers l'agent de l'ANIP au niveau de ces hôpitaux pour qu'elle aille déjà se faire enrôler et avoir son CIP. Et donc, je pense que c'est une bonne chose parce que ça comble 2 vides déjà. Le vide au niveau de l'état civil des parents. Parfois, certains parents, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas encore leur CIP et ne jugent pas peut-être utile de pouvoir aller le faire, ou bien ils n'ont pas l'information qu'il faut pour pouvoir le faire. Et donc déjà, lorsqu'on sait que les mamans sont amenées à aller accoucher, d'accord, dans ces hôpitaux-là, et que le service de l'ANIP est disponible là déjà, les femmes qui vont jouer un rôle de pouvoir les orienter déjà vers ce service de l'ANIP, et elles seront obligées de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles ne vont pas le faire, quand elles vont revenir à une autre consultation, on va leur demander, tu as pu faire, où est la pièce? Et donc, elles se mettent dans la disposition de pouvoir régler ce problème-là. Et donc déjà, en étant mère et en obtenant son CIP déjà, ou son CMOA par exemple, ça vous amène déjà, lorsque votre enfant naît, lorsqu'on rentre dans cette dynamique de pouvoir faire déclarer aussitôt l'enfant, la maman est en adéquation déjà avec la réforme parce qu'elle a déjà
commencer par subir les effets de cette réforme-là en se mettant à jour vis-à-vis de cette innovation. Je pense que c'est très bien. Et après la phase pilote qui va se concentrer sur les hôpitaux à fort taux de natalité, par exemple, on évoluera également vers, de façon générale vers toutes les autres centres de santé. Et donc, ce serait une belle réforme qui va amener beaucoup de citoyens à beaucoup se faire enrôler, à beaucoup avoir leur pièce d'identité, qui est également nécessaire, qui atteste également de leur citoyenneté. Comment garantir la fiabilité des données et les risques de fraude? Non, bon, est-ce qu'à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas risque de fraude parce que avant de pouvoir aller le faire, les agents de l'ANIM, ils sont formés pour ça. Et donc, c'est eux qui arrivent quand même à pouvoir demander un certain nombre de pièces pour pouvoir faire. Et lorsqu'avant même de pouvoir faire à la naissance du bébé, c'est qu'on atteste déjà que le bébé est de tel parent d'abord. Oui, déjà, puisque les parents auront déjà fait leur CIP. Okay. Vous comprenez? Et donc, du coup, ça facilite rapidement l'opération. Et les risques de fraude sont tout à fait possibles. Hein. On n'est pas dans un système où on est dans une corruption zéro ou bien on est dans une étape où on peut faire foi à tous ceux qui travaillent dans le système à 100%, mais je pense que le risque est très, très limité. Et on ne peut que penser positivement vis-à-vis de cette réforme-là qui va amener beaucoup de citoyens à se faire enrôler, à ce que beaucoup d'enfants à la naissance qui n'avaient pas date d'état civil puissent les avoir le plus tôt possible, ce qui fait que aujourd'hui vous allez constater que ça va permettre également de pouvoir accroître, de pouvoir avoir des données statistiques encore beaucoup plus actualisées, liées par exemple à l'état civil de notre pays, ce qui n'est pas le cas parce que ce n'est pas tous ceux qui sont nés qui sont déclarés, ce n'est pas tous ceux qui meurent qu'on déclare également au niveau de l'ANIB. Donc il y a ce vide-là où les données statistiques n'arrivent pas à pouvoir avoir les vraies données. Donc ça va pouvoir quand même combler ce vide-là et combler le vide au niveau de ces populations qui n'ont pas l'information ou bien qui pensent que c'est facultatif de pouvoir se faire enrôler au niveau de l'ANIB, surtout de nos mamans qui sont un peu négligentes et qui se disent non, moi je n'ai pas ce temps, je n'ai pas. Aujourd'hui maintenant, elles seront mises dans l'obligation d'aller faire leur CIP lorsqu'elles vont tomber enceintes si elles ne l'avaient pas entre-temps, et également on va leur faciliter la tâche pour le faire à leurs enfants. Alors, nous allons terminer sur un sujet politique. Alors, vous imaginez, est-ce qu'on en parle sur ce plateau? Assemblée nationale et Sénat, la Sénat précise aux députés les règles du parrainage présidentiel. La Sénat précise aux députés les règles du parrainage présidentiel. Marc-Henri Niambodé. Ben, écoutez, ça fait ça fait polémique tout au long de la semaine écoulée. Et la Sénat donc avait eu l'opportunité, bien évidemment, de revenir sur l'aspect qui était de savoir est-ce qu'un candidat à la présidentielle peut s'auto-parrainer. Ben, écoutez, si la personne, pour ce que j'ai eu comme information et pour ce que j'ai suivi les députés, donc on peut dire, si la personne a eu cette possibilité, donc cette possibilité, puisque c'est un droit civique, de voter, pourquoi ne pas se parrainer également. Donc pour moi, c'est bien que la Sénat aille voir les députés pour les informer, puisque depuis un certain temps, la Sénat a commencé bien évidemment à faire le tour de certaines institutions, de certaines formations politiques également, pour les informer du déroulement du processus électoral. Et s'appuyant sur cette polémique qui avait eu cours durant la semaine écoulée, qui était de savoir est-ce que le député qui veut être qui est candidat, est-ce qu'il va s'auto-parrainer et tout le reste? Mais la Sénat a apporté la réponse et c'est déjà bien que les députés aient cette réponse-là et la polémique dissipée. Donc aujourd'hui, si Mac est candidat, il peut donc s'auto-parrainer et c'est bien d'aller vers l'Assemblée nationale pour apporter cette information-là. Voilà, qui est clair. Oui, il faut dire que c'est vrai que j'ai suivi cette actualité, j'en ai même fait la une de mon journal et je puis dire que
Ce fut un sujet qui a suscité quand même un certain nombre de réactions au niveau de l'actualité politique du Bénin ces derniers temps-ci. Et n'oublions pas que le sujet concerne beaucoup plus en réalité les démocrates, parce que c'est eux qui n'ont pas assez de députés ou de maires à pouvoir les aider à faire le parrainage. Et donc la question les concernait beaucoup plus. Et lorsqu'on prend la définition sémantique du mot parrainer, on se dit on ne se parraine pas soi-même, mais on peut parrainer quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'on rentre dans la disposition légale, par exemple, les interprétations possibles, il y avait quand même sujet à débattre, à voir si éventuellement, est-ce qu'il y a cette possibilité que les députés concernés en réalité puissent s'auto-parrainer. C'était là la vraie question. Et même malgré la déclaration du directeur des élections de la Sénat au niveau des députés, par exemple, moi, je pense que la question demeure toujours. La question demeure toujours. Et je le dis pourquoi? Parce que sa déclaration ne fait pas office de loi. Sa déclaration, la Sénat est beaucoup plus dans une dynamique de, je dirais, technique, dans un travail technique, d'accord? Mais ce n'est pas la Sénat qui définit en tout cas, de la conformité, par exemple, d'une certaine nombre de décisions qui sont contenues dans le code électoral. Et donc, eux, ils ne feront que faire une lecture, d'accord, technique en ce qui les concerne. Mais dans la réalité, moi je dis, le Bénin n'a pas de jurisprudence en la matière. Et lorsqu'on compare le fait de pouvoir voter pour soi-même au fait de pouvoir se parrainer, je dis toujours, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose lorsque vous prenez la considération où vous pris individuellement en tant que personne, par exemple, vous pourrez vous voter pour vous-même lorsque vous allez à une échéance. Mais lorsque vous prenez la définition sémantique du mot parrainer, ça ne veut pas forcément dire que vous pourrez vous parrainer, vous pourrez vous auto-parrainer, non. Mais vous pourrez donner votre caution à quelqu'un d'autre. Et donc, pour moi, le débat reste toujours là. Et lorsque la Cour constitutionnelle ne va pas statuer sur cette question, ne sera pas peut-être appelée à pouvoir statuer sur cette question, je pense que le débat va toujours demeurer afin que l'on n'assiste pas à un revirement de situation. Et ça peut arriver. Parce que, vous savez, le jeu électoral et le jeu politique a été toujours ainsi fait. Où parfois, les hommes politiques, ils pensent que toutes ces questions sont vidées. Mais le directeur des élections ne fait pas office de droit. Il n'est pas là pour pouvoir dire que... C'est vrai qu'au niveau du code électoral, la question n'a pas été suffisamment élucidée, où on peut s'attendre forcément à ce que la loi prévoit déjà que le parrainage ne doit pas être auto-parrainé. C'est-à-dire on ne peut pas s'auto-parrainer. Donc, il n'y a pas cette disposition de façon claire dans la loi. Et quand ce n'est pas de façon claire et qu'il arrivait, par exemple, que le problème se pose, la seule institution vers laquelle on peut se retourner pour pouvoir l'interroger par rapport à la faisabilité, pour moi, c'est la Cour constitutionnelle. Et donc, si aujourd'hui les députés qui sont concernés par la question pensent déjà qu'ils ont une réponse satisfaisante et une réponse qui puisse leur permettre quand même d'aller dormir sur le laurier, alors qu'ils se leurrent. Et donc, quand je vois déjà des agitations de ci et là par rapport à cette question, par exemple, je me dis, il reste encore à réfléchir, à voir, est-ce qu'on peut faire totalement foi à l'apport qu'a fait le directeur des élections de la Sénat. Il faut également mûrir la réflexion pour que cette décision-là, puisque le Bénin n'a jamais connu de jurisprudence en matière de parrainage, à ce que je sache, et donc, il se peut qu'à la dernière minute, on puisse leur dire, vous n'avez pas la possibilité de vous auto-parrainer, et ils vont se mettre également dans les mêmes problèmes, le problème qu'ils auraient voulu régler au départ. Et en la matière, je ne pense pas que c'est la Sénat qui est habilitée à pouvoir trancher sur une question de droit, une question liée à la loi. La Sénat pourra donner son apport en tant que technicien, en tant qu'organisateur, par exemple, des élections, pourra donner son avis, mais son avis demeure toujours, en tout cas, sujet de réflexion. Henri Yambodé, quelle est votre lecture de cette analyse de Marc? Oui, Marc a touché un point qui a fait un tic dans ma tête tout à l'heure.
puisqu'il faut partir donc de la question, qui peut-on appeler parrain, bien évidemment? Le parrain, c'est celui-là qui apporte son soutien à un du candidat. Dans le cas donc, sur lequel nous parlons ici, qui engage donc un duo candidat donc, à aller aux élections. Et si nous prenons la loi qui indique qu'il faut effectivement 28 députés pour donc, le parrainage. Et oui, ce que dit Mac, je vois un piège dans quelque part. Le directeur des élections peut dire oui, selon ma compréhension, un candidat peut s'auto-parrainer. D'accord? Mais espérons que de l'autre côté, dans l'autre camp, qu'au niveau des autres formations politiques, que quelqu'un ne porte pas cette affaire-là vers la juridiction. Si on porte cette affaire-là vers la juridiction et qu'on se base sur l'aspect que j'ai développé tout à l'heure, qui est de savoir qui peut-on appeler parrain? Le parrain, si Henri décide de parrainer le duo présidentiel Carole-Mac, est-ce que j'apporte mon soutien? D'accord? Tout à fait. Mais si les juridictions compétentes en la matière arrivent à dire que non, le parrain, c'est celui qui apporte son soutien, celui qui décide d'accompagner quelqu'un, c'est que l'aspect soulevé et qui est qu'on peut s'auto-parrainer va descendre. Et là, il y aura problème. Mais au niveau des démocrates aujourd'hui, il faut le dire, les démocrates ont 28 députés, juste pile. Ce qu'il faut, bien évidemment, pour ne pas mourir, ce qu'il faut pour parrainer un duo présidentiel. Et si on ne leur permet pas de s'auto-parrainer, c'est qu'il n'y aura pas de candidat à ce niveau-là. Attention alors, si jamais, au niveau de la formation, des autres formations politiques, au niveau de Mouel Bénin, ou au niveau de BR ou de UPR, que quelqu'un se lève pour dire, ou bien un simple citoyen se lève pour dire, bon, alors puisque ça fait débat désormais, amenons le sujet au niveau des juridictions compétentes. Au niveau de la Cour constitutionnelle. On risque donc d'avoir une autre version, et là... C'est possible, comme cette version issue de ces échanges d'hier peuvent également être confirmées. Justement, ça peut être confirmé comme on peut avoir une autre version qui sera que un candidat ne peut pas s'auto-parrainer. Il doit peut-être avoir des soutiens de la part de ces autres. Donc forcément, il y a quelque chose qui va créer problème au niveau des démocrates, puisque ce sont les démocrates qui ont 28 députés. Marc, vous avez quelque chose à ajouter ou Oui, donc je pense que depuis hier, j'ai commencé par voir certains, je dirais, proches du Parti des démocrates, ou peut-être certains députés se réjouissent du fait que le directeur des élections ait pu donner cette déclaration. Alors que la déclaration qu'a fait, par exemple, la Sénat n'est que de façon analogique, c'est-à-dire de façon pratique. Et donc, c'est que normalement, c'est que l'on peut pouvoir s'auto-parrainer. Mais dans la réalité... Oui, ce qu'il a dit, comme exemple, je dis, quand il dit, est-ce qu'on peut voter? Quand je peux voter pour moi-même, je peux également auto-parrainer. Mais à vous écouter, il y a... Le sens du parrainage vient poser encore problème. Oui, parce que lorsque vous prenez de façon sémantique, d'accord, le mot parrainage, d'accord, et le vote, d'accord, en réalité, ils n'ont pas les mêmes significations. Et même quand vous les prenez juridiquement, ce n'est pas la même chose. Oui, ce n'est pas la même chose, du coup, ça veut dire que ça appelle à beaucoup plus peur, de... Oui, c'est vrai, sérieux. Juridiquement et sémantiquement, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est que des lectures que nous faisons sur ce plateau. Je vous donne un exemple. Quand je vote là, je vote pour moi-même. Ouais. D'accord? Et donc, cela... en tant que représentant, d'accord. Mais lorsque je veux parrainer, par exemple, ça veut dire que je m'auto-parraine ou bien je donne caution à quelqu'un. Mais du fait déjà que, au niveau de la loi, lorsque je le fais, ça veut dire que je me rends en tant que candidat crédible. Alors que normalement, ce n'est pas ce que veut la réforme. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre pour me rendre crédible. Vous comprenez? Il y a quelqu'un d'autre pour me rendre crédible et donc la personne doit me parrainer pour rendre ma candidature crédible. Mais est-ce que dans ce cas-là,
ça ne donne pas un peu d'ambiguïté lorsqu'on pense que c'est moi-même qui dois justifier du fait que je sois crédible? C'est des analyses, c'est des Donc, questions auxquelles... Pourquoi moi j'invite en tout cas tous les acteurs, c'est que c'est vrai que la Sénat s'est prononcée sur la question. Les opposants et oui, surtout le parti, les démocrates. C'est eux qui sont concernés. Les autres, ils ont tellement de parrains qui n'ont pas ce souci-là. Ils peuvent en avoir au niveau des maires autant qu'ils veulent. On a autant de maires au niveau de la mouvance présidentielle, autant de députés au niveau de la mouvance présidentielle. Donc, eux, ils n'ont pas ce souci-là. Ceux qui sont concernés par ce souci de parrainage, moi, je pense que la question demeure toujours. Parce que du moment où si ce n'est pas un homme de droit qui vient le dire, si ce n'est pas une institution, d'accord, qui doit, formelle, parce que les institutions... Qui doit trancher sur la question, comme la Cour constitutionnelle, par exemple, qui n'a pas été, en tout cas, appelé à pouvoir trancher sur la question, je pense que l'avis du directeur des élections, par exemple, au niveau de la CELA, reste son avis. Et à un moment donné, l'avis peut changer à tout moment. Lorsque, à un moment donné, peut-être certains députés de la mouvance présidentielle vont commencer par écrire, par exemple, à la Cour constitutionnelle en disant que lorsque la décision va venir ou un député va s'auto-parrainer, on va écrire à la Cour pour dire que impossible qu'un député puisse... Parce que le sens du mot parrainer, sémantiquement, ce n'est pas, on ne peut pas s'auto-parrainer lorsqu'on prend le sens sémantique. Maintenant, lorsqu'on prend le sens juridique, par exemple, il faut ceux qui sont habilités juridiquement à pouvoir trancher sur la question et les institutions qui sont habilitées à pouvoir dire le dernier mot en ce qui concerne la question puissent le faire. Et je pense que ce n'est pas à la Sénat de pouvoir le faire, je le dis toujours, ce n'est pas à la Sénat. La Sénat donne son avis beaucoup plus technique, beaucoup plus théorique, mais en réalité, ce n'est pas la Sénat qui a le dernier mot lié à cette question-là. Et il faut que ces différents députés y pensent, y réfléchissent, s'ils doivent saisir la Cour constitutionnelle pour pouvoir mieux avoir une réponse définitive par rapport à cette question. Il faut qu'ils le fassent. Nous, on a juste attiré l'attention le dernier moment pour pouvoir commencer par pleurer. Sur ce plateau, ce n'est que des analyses, ce n'est que des avis partagés aux acteurs, aux différents acteurs de prendre... Justement, aux députés de prendre les décisions qu'il faut pour vraiment ne pas être surpris à la dernière minute.